nous pouvons commencer. Oui. Je voudrais commencer par une note d'émotion parce que je suis là, je me rends compte que ça fait beaucoup plus de 30 ans que je fais partie du réseau LTT et je suis pleine d'émotion justement de me trouver avec Monsieur Amblier qui m'a accompagnée dans mes premiers pas donc, de chercheuse en terminologie, surtout de revoir Monsieur Claes, ça m'aime beaucoup. C'était mon père spirituel. Et je voudrais présider cette séance et vous présenter un autre grand nom de la terminologie, donc une référence en terminologie que nous avons lue quand nous étions chercheurs au tout début. Ça, je ne suis pas plus vieille, mais bon, je suis assez vieille. Je vous dis, ça fait 30 ans que je suis là. Bon, donc je vous présente Monsieur Loïc Depecker, qui est ancien élève de l'ENS à Ulm, agrégé de grammaire, professeur des universités et directeur de recherche en sciences du langage. Il est partie prenante de la politique linguistique depuis 1980 avec le Premier ministre puis le ministère de la Culture. Il a passé sa thèse de doctorat et son HDR dans les domaines de la terminologie. Il a participé activement à la mise en place de comités et commissions ministérielles de terminologie qui fonctionnent toujours aujourd'hui sous le nom de Collège de terminologie. Il a reconstitué en 1994 la commission X03A de la FNOR, Terminologie, Principes et Coordination, dont il a assuré la présidence de 1994 à 2014. Il a été nommé en 2015 délégué général à la langue française et aux langues de France, ce qui a notamment permis de donner une nouvelle impulsion aux travaux et recherches en terminologie, particulièrement réseaux internationaux et collèges de terminologie. Donc, je donne la parole à M. Loïc Depecker qui va nous parler d'une terminologie pouvant se présenter comme science. Merci. Et nous commençons le chronométrage de 20 minutes. Bon. Merci de cette présentation. Merci à tous et à ceux qui se rappellent le demi-siècle des réseaux de terminologie. Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, le titre est bizarre, d'une terminologie qui pourra se présenter comme science. Je me suis fondé sur un livre de Kant que je pense certains connaissent, qui était non pas d'une terminologie qui pourra se présenter comme science, mais d'une métaphysique qui pourra se présenter comme science. Et notamment Kant, dans une lettre à Marcus Hertz en 1772, écrit qu'il fait un livre sur les limites de la sensibilité et de la raison. Et je pense que pour ce colloque qui se fonde sur les questions d'épistémologie, j'ai essayé de refaire un parcours un peu philosophique, en pensant bien sûr aux grands fondateurs dont on a parlé tout à l'heure. Je salue Monsieur Lerat de sa présence, que je n'ai pas vu depuis longtemps, et donc c'est un grand plaisir que tu sois là. Et effectivement, Kant, dans ses prolégomènes, indique qu'il s'agit de la sensibilité, d'essayer d'établir les limites de la sensibilité et de la raison, c'est-à-dire qu'on est avec la terminologie dans un exercice de limite entre les langues, de limite entre les idées et de limite entre les objets. C'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une science? Pour qu'une science se reconnaisse comme telle, il faut des principes. C'est ce que nos philosophes ont fait pendant durant toutes leurs œuvres et durant tous ces siècles de réflexion. Le premier principe, à mon avis, bien sûr, c'est un avis personnel que j'exprime aujourd'hui. Le premier principe pour que la terminologie soit une science, c'est qu'on la reconnaisse véritablement comme une langue spéciale. Langue spéciale, c'était la manière dont on définissait, qualifiait les questions de vocabulaire technique au XIXe siècle. Et moi, j'aime beaucoup cette expression dans la mesure où aujourd'hui on dit plutôt langue de spécialité, mais cette langue de spécialité, cette langue spéciale, elle a des reconnaissances, elle laisse des traces dans les discours, et notamment dans la traduction. Quand on traduit des documents techniques ou scientifiques d'une langue à l'autre, ce qui se passe, c'est effectivement l'imprévisibilité de la traduction.
Le deuxième principe, c'est distinguer entre signifié et concept. J'ai passé une partie de mes recherches à essayer de démontrer cela. Distinguer entre signifié et concept, pourquoi ? Parce que le cours de linguistique générale de Saussure fait la confusion entre signifié et concept. Et tout, je dirais presque toute la linguistique du XXe siècle s'est fondée sur ce point-là de Saussure, qui est absolument faux quand on regarde les manuscrits eux-mêmes, c'est-à-dire les manuscrits autographes et les manuscrits de ses étudiants. Et je reprends un exemple de Philippe Thoiron, qui est resté mon collègue et que je salue à distance. Et j'ai essayé de prendre aujourd'hui des exemples qui sortent du réseau LTT. Hein. Donc, ce ne sont pas des exemples de ma composition. Thoiron, en 1996, fait ce petit rapprochement entre Feuerwehrmann en allemand, Firefighter en anglais, bombero en espagnol et aussi en portugais, et pompier. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde les langues et qu'on les compare ? Feuerwehrmann en allemand, c'est le feu vers la défense, Mann, l'agent humain. Firefighter, c'est le feu, le combat, l'agent humain. Bombero, c'est la pompe ou la borne d'incendie, l'agent humain. Pompier, c'est la pompe et l'agent humain. Qu'est-ce que cela montre ? Ça montre quelque chose de très simple, c'est que les langues, tout le monde le sait, mais il faut bien le regarder en face, c'est évident, je dirais. Les langues ne désignent pas de la même façon le technicien du feu. Certaines mettent en avant le feu, d'autres la pompe, d'autres la borne d'incendie, mais elles désignent toutes le technicien chargé de lutter contre le feu. Alors, de quelle façon font-elles cela ? Les langues désignent un même concept. Le concept, c'est le technicien qui est chargé de lutter contre le feu. Elles désignent un même concept, un même objet. Qu'est-ce que c'est qu'un objet en terminologie ? C'est la personne, le technicien, qui manie cet objet. Et les langues ne les désignent pas de la même façon. Et ce ne pas désigner de la même façon représente tout le travail des signes dans les langues. En somme, les langues désignent une même chose, elles désignent bien un même technicien du feu, mais elles ne l'expriment pas de la même façon. Et ça paraît tout à fait banal, cette réflexion, que j'ai trouvée chez Frege, le grand logicien allemand du début du XXe siècle, fin XIXe siècle, début du XXe siècle. Les langues désignent effectivement les choses, mais elles ont chacune leur façon d'exprimer cette chose, le concept en question. Et Frege a une très belle expression en allemand, les langues ne donnent pas le concept de la même façon. Le mode de donation du concept n'est pas le même selon qu'on est en allemand, en anglais, en français ou dans d'autres langues. Je salue ici notre collègue béninois. Quand on est dans les langues africaines, effectivement, chaque langue a sa manière d'exprimer ses concepts et ses objets. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est nécessaire de faire la distinction, pour faire véritablement de la terminologie, la distinction entre signifié et concept, et je dirais même entre signe et concept. Et on voit bien dans les travaux de terminologie, en commission de terminologie, que les spécialistes, les scientifiques, sont gênés par cette confusion entre ce que eux pensent être le concept et ce que les linguistes peuvent penser être le signifié ou le signe. Donc cette confusion, à mon avis, elle est tout à fait, un troisième principe. Le quatrième principe, il y a au moins 3 éléments à prendre en compte en terminologie. L'objet qui est de l'ordre de la réalité, et je pense que l'AFNOR a fait ce travail bien avant moi, mais elle ne le réalise pas de la même façon aujourd'hui. Donc l'objet qui est de l'ordre de la réalité, par exemple le pompier qui se déplace sur le terrain, le concept qui est de l'ordre de la pensée,
l'idée qu'on se fait d'un objet, et le signe, qui est de l'ordre de la langue. Cette articulation, elle est bien faite dans les normes AFNOR, mais aujourd'hui, je pense que les fondateurs de ces normes, dont étaient notamment parmi eux Wüster, aujourd'hui, cette distinction a tendance à disparaître. Et on se retrouve avec l'objet, le concept, le signe, dans un schéma tout à fait aristotélicien qui interrompt la lecture qui a été faite de Saussure, où le cours de linguistique générale confond le concept, qui est de l'ordre de la pensée, et le signifié, qui est de l'ordre de la langue. Et à partir de là, on a tout un ensemble de confusions entre le signe, le référent, le concept devient le signifié, l'objet devient le référent, on ne sait plus où on en est. Et quand on est au travail en terminologie, si on ne fait pas cette distinction, on est perdu également, aussi bien qu'un scientifique qui découvre la terminologie. Donc, quelques principes méthodologiques à partir de là. On vient de voir des principes, à mon avis, théoriques. Les principes méthodologiques, quels sont-ils? Eugène Wüster n'est pas loin, mais il a suivi 2 siècles plus tard un autre chemin. Tout à fait. Chez Wüster, si vous regardez des textes assez anciens, notamment les manuscrits qu'on a trouvés après sa mort, pour Wüster, le sens du signe, c'est le concept. C'est impossible de penser que le sens d'un signe se réduit à un seul concept en général. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le signe, que ce soit un terme ou autre chose, une formulation technique, le signe garde ses valeurs de signe, c'est-à-dire ses connotations, son contexte, sa valeur politique. Souvenez-vous de ADN, les manifestations, quand nous avons manifesté contre la prise d'ADN pour les personnes qui nous rejoignent en France. ADN, qui paraît un terme technique, ADN, N-A-I-N-E. Donc on voit bien qu'un terme technique comme ADN peut devenir tout à fait un terme d'actualité politique très puissant. Aussi, le titre de ma communication, d'une terminologie qui pourra se présenter comme science, on a vu ces principes théoriques, mais ces principes théoriques doivent se retrouver. Attention. Attention. Oui. Oui, d'une terminologie qui pourra se présenter comme science, principe méthodologique, d'une part, viser le concept à travers le signe, viser les rapports d'équivalence entre les langues, faire une définition au moins en 2 langues, c'est ce que fait l'ISO et l'AFNOR, veiller à la proximité sémantique entre les termes d'une langue par rapport à une autre. Si vous traduisez hit parade en palmarès, on voit bien que palmarès a un chapeau trop grand pour hit parade en français. Inscrire les termes traités dans un système de signes cohérent, ce que nos philosophes de l'âge classique appelaient les liaisons entre les idées. Les liaisons entre les idées, c'est quoi? C'est les relations entre les concepts. Donc, par-delà les langues, il y a par-delà les langues les liaisons que l'on peut faire entre les concepts. Et viser une démarche de portée universelle. J'ai souvent été en difficulté avec mes étudiants pour leur faire comprendre combien un concept technique ou scientifique a une portée universelle. On est tous d'accord pour savoir ce que c'est qu'un agent qui lutte contre le feu. Si on est de bonne composition, on ne peut pas arguer trop sur ce sujet. Et je trouve dans Kant, que j'ai relu ces derniers temps, la critique de la raison pure, viser une démarche de portée universelle, il faut que le raisonnement, j'ouvre les guillemets, donc c'est Kant qui écrit, il faut que le raisonnement possède une validité pour la raison de chaque être humain. Superbe. C'est superbe, pourquoi? Parce qu'on est en plein dans les Lumières, la critique de la raison pure. C'est 1781-1787, il y a 2 éditions.
c'est superbe parce qu'on a là affaire avec cette philosophie du concept que Kant a si bien mis en place. On a une philosophie qui peut servir de fondement à la terminologie. Moi, je suis kantien. On ne peut pas faire de la terminologie, à mon avis, sans être un petit peu kantien. Donc, d'une terminologie qui pourra se présenter comme science. Quelques principes de validation. Donc, pour qu'une discipline soit une science, il faut des principes théoriques, il faut des principes méthodologiques, il faut des principes de validation. Donc, le rapport au concept, c'est évidemment le premier principe de validation. Est-ce que les langues que j'ai sous les yeux correspondent bien à un même concept, c'est-à-dire aux techniciens qui luttent contre le feu? Le rapport à la définition. Condillac, qui est un grand philosophe du XVIIIe siècle, Condillac nous dit, à chaque fois que vous avez un problème ou une discussion, un débat, une définition corrigerait tout. Et c'est sur l'origine des connaissances humaines, qui est un livre de 1746. Donc vous voyez, on est dans les Lumières, on est au XVIIIe siècle. L'autre principe de validation, le rapport à l'image, au schéma, à l'équation. Quand on travaille sur le nucléaire, par exemple, les équations peuvent résoudre un certain nombre de difficultés que pourrait présenter une définition purement linguistique. Le rapport à l'objet, évidemment, puisque en terminologie, on a souvent les objets sous les yeux. Et le rapport à la vérité. Kant dit la vérité repose sur l'accord avec l'objet. C'est superbe aussi. On a l'impression que Kant a fait de la terminologie toute sa vie. Finalement, il l'a présentée en silence. Donc le rapport à l'objet qui est une condition de vérité, une valeur de vérité pour la validation de ce que nous faisons en terminologie. La vérité repose sur l'accord avec l'objet, qui est en quelque sorte ici un sixième principe. J'ai une diapositive qui ne sort pas. Ce que je voulais dire, une fois que nous travaillons sur les objets, que nous travaillons sur les concepts, que nous travaillons sur les signes, qu'est-ce qui constitue un concept? C'est un ensemble de caractères. Ça, c'est la logique, l'héritage de la logique dont nous pouvons bénéficier en terminologie. Un concept est formé de caractères et non pas de caractéristiques. Faisons bien attention à la terminologie de la terminologie. On a là affaire à un langage de description. Pour les objets, on a affaire à des propriétés. Les philosophes du XVIIIe siècle, XVIIe siècle parlent de qualité. On parle de propriété, on parle pour le concept de caractère. Par exemple, les scientifiques disent qu'on va essayer de caractériser le virus qu'on a sous les yeux. Caractériser, c'est-à-dire extraire de l'objet les propriétés de l'objet, du virus, et d'en faire une définition, une abstraction, un caractère. Et pour les signes, on a tout l'héritage de la linguistique du XXe siècle, c'est-à-dire la description morphologique, syntaxique qui est très très puissante aujourd'hui. Et moi, il y a une question un élément que je recommande notamment, c'est la question du sème. En linguistique, le sème, c'est-à-dire un sens d'un terme, le sens d'un terme, mais un sens au sens minimaliste, est très très puissante en description des signes en terminologie. Je parlais tout à l'heure de ADN, effectivement d'un N, dans N, il y a le sème de politique. 2 minutes. Oui. Élément de conclusion maintenant. Oui, ça va aller, on en a pour 2 minutes. Élément de conclusion, oui. La terminologie, donc conclusion de ma question initiale, la terminologie peut être considérée comme une science. D'ailleurs, l'anglais dit terminology science. De par ses principes théoriques, ses principes méthodologiques et ses principes de validation.
Et pour moi, alors c'est ce que j'ai un petit peu découvert dans cette réflexion de cet été, pour laquelle je préparais cette conférence aujourd'hui. La terminologie, c'est à l'évidence une science des Lumières. C'est une science du XVIIIe siècle. Si vous regardez alors tout un ensemble de grands savants du XVIIIe siècle, que ce soit Réaumur sur les insectes, que ce soit Buffon sur les animaux, que ce soit Linné sur les plantes et les insectes, que ce soit les grands philosophes du XVIIIe siècle, on voit bien que tous les éléments de la terminologie sont déjà là. L'objet, le caractère, non pas le concept, mais les idées. C'est Kant qui arrive avec le concept. Non pas le concept, mais les idées. Et tout ce qui est signe dans les langues. Donc pour moi, la terminologie est historiquement une science des Lumières. C'est là qu'il faut aller creuser pour trouver, je pense, des voies nouvelles. Tout y est. Avec Buffon, j'ai vraiment une révolution. Tout y est. Et non pas une science d'une époque techniciste, c'est-à-dire une époque de l'entre-deux-guerres, une époque techniciste comme le dénonçaient les grands philosophes allemands comme Husserl ou Heidegger. Donc je vous souhaite une bonne réflexion, en tout cas pour ces 2 jours, pendant lesquels je resterai une partie du temps avec vous. Merci. Donc, je vais donner la parole à la prochaine intervention qui sera présentée à 2 voix, justement, par Paulina Miquel. C'est ça? Oui, vous êtes de ce côté. Je crois que pour le truc en ligne, je ne sais pas comment Valérie gère ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'organisation ici? Bon, oui, parce que comment il peut brancher son ordinateur ou non? Parce qu'il y a les gens qui sont en ligne. Oui. Bon. Oui, donc je vais commencer pour gagner du temps par présenter Paulina Miquel en premier, puisqu'elle est en premier auteur, donc, qui est maîtresse de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, donc l'INALCO à Paris, membre du laboratoire CRE et membre associé du laboratoire ERTIM, titulaire d'une bourse Erasmus Mundus et diplômée du Master européen de lexicographie. Elle a poursuivi ses études à l'Université de Lorraine et soutenu en 2022 une thèse de doctorat portant sur le vocabulaire fondamental de la chimie dans une perspective multilingue français, anglais, russe. Ses principaux domaines de recherche sont la lexicographie formelle informatisée, la terminologie, la lexicographie contrastive russe, français, anglais, allemand et la didactique des langues. Alain Polger est un autre grand nom que nous avons l'honneur de recevoir parmi nous aujourd'hui. Il est professeur des universités à l'Université de Lorraine à Nancy et membre du laboratoire ATILF du CNRS. Dans les années 80, il a effectué sa recherche doctorale à l'Université de Montréal, tout en œuvrant dans le domaine du traitement automatique des langues, génération automatique des textes. Il a ensuite entamé une carrière universitaire, d'abord à la National University of Singapore de 1991 à 1995, puis à l'Université de Montréal de 1995 à 2010 et enfin à l'Université de Lorraine depuis 2009. Ses principaux domaines de recherche sont la lexicologie, théorique et descriptive, la lexicographie des grands réseaux lexicaux, l'interface sémantique, syntaxe et l'enseignement du vocabulaire. Il est membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France et membre associé du groupe de recherche OLST de l'Université de Montréal qu'il a confondé avec Igor Maltchouk aussi, c'était aussi en 97 un des premiers qui était avec nous dans ces grandes rencontres et ces grandes messes du réseau LTT. Je vous donne la parole pour nous présenter une intervention intitulée « Intégration des terminologies dans les modèles lexicaux de langue générale, motivation et solutions ». Je vous donne la parole. Bonjour, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va aborder 3 points. On va parler de la modélisation des terminologies à des fins d'apprentissage et d'enseignement pour l'utilisation active des termes et notamment, on va parler du cas de la chimie. Donc, parlons tout d'abord des modèles déjà existants. Ici, vous voyez un exemple de Compendium of Chemical Terminology de l'IUPAC et nous voyons déjà un exemple de nucleus,
noyau. Et on peut donner quelques critiques. La plupart des ressources déjà existantes sur la terminologie, notamment de la chimie, proposent les descriptions isolationnistes. Il y a des informations absentes sur la structure polysémique des vocables, c'est-à-dire que la polysémie n'est pas traitée, comme vous voyez dans cet exemple de nucléus de l'IUPAC. Ensuite, les relations lexicales paradigmatiques ne sont pas décrites et les relations lexicales syntagmatiques ne sont pas décrites non plus. Donc en fait, nous voyons qu'une définition toute simple avec quelques soucis. Parce que dans les ressources terminologiques, on n'applique pas des principes lexicographiques, comme par exemple l'ordre des exceptions, s'il y a plusieurs, et la structure des définitions. Donc, par exemple, on voit des cercles vicieux, pas mal de cercles vicieux. Ici, dans la définition et dans la description de nucléus, nous voyons le terme atome. Et si on regarde la définition de l'atome, ça nous renvoie à nucléus. Donc, il y a des cercles comme ça. Je donne la parole. Bon, on va changer un petit peu comme ça. Mais ce sera surtout Paulina. Oui, donc nous, vis-à-vis des nouvelles technologies ou de l'IA, nous, on fait des données. Donc, on crée des données. L'IA a besoin de données. On fait des données dans un contexte lexicographique. Donc là, je présente la lexicographie qu'on fait, qui est la même lexicographie qui est appliquée à la modélisation terminologique. C'est ce qu'on appelle la lexicographie des réseaux lexicaux. Et je me base sur le réseau lexical du français. Alors, très rapidement, le principe de ces modèles-là, c'est que ce sont des modèles non hiérarchiques dans le sens où ce ne sont pas des taxonomies, mais ce sont des modèles ultra-relationnels. Donc, le type de relations qui sont encodées de façon formelle, qu'on peut trouver évidemment même dans les dictionnaires, mais généralement encodées, pas encodées, mais présentes implicitement. Il y a alors en tout premier lieu donc des relations sémantiques, ce qu'on appelle les dérivations sémantiques, qui sont encodées formellement par des fonctions lexicales paradigmatiques, qui sont des outils formels de la théorie sens texte. Donc juste un petit exemple, on n'entre pas dans le détail, on n'a pas le temps. Si on pense à la description de la lexie de langue générale, dormir 1.a, c'est-à-dire ici l'unité lexicale de base. Bon, on a des relations de synonymie, verrouillées, une relation de nominalisation exacte, donc préservant le sens vers sommeil. Ici, une relation vers le non typique pour le premier actant, dormeur ou dormeuse, et une relation de non typique de moyen permettant de dormir, somnifère. Donc, ce que ça veut dire par le fait que c'est des dérivés sémantiques, c'est que toutes ces unités lexicales-là se définissent à partir de sommeil, contiennent sommeil dans leur définition, donc sont sémantiquement dérivées de dormir, pas sommeil, même si morphologiquement elles ne le sont pas nécessairement. Alors évidemment, il y a des relations très importantes qui passent par les définitions analytiques qu'on appelle des relations d'inclusion sémantique. Donc si on prend dormir 1.1a par exemple, donc prédicativement c'est un prédicat, un argument, X dort. Vous avez ici dans le réseau lexical du français une visualisation textuelle de la définition encodée où on voit notamment que dormir pointe vers inconscience, puisque c'est un état d'inconscience, vers l'idée, vers la notion, vers l'adverbe régulièrement pour le fait que c'est un état régulier, la notion de besoin et la notion de se reposer. Donc ces sens-là, quand je dis la notion, c'est en fait les unités lexicales et les sens correspondants sont inclus dans le sens de dormir. Donc c'est des relations d'inclusion sémantique encodées dans le réseau lexical du français. Il y a des relations plus indirectement sémantiques qu'on encode. C'est ce qu'on appelle les relations de copolysémie. Donc quand on décrit un vocable, on encode les relations de copolysémie entre toutes les acceptions du vocable. Donc par exemple, pour dormir 1.a, vous avez une relation de copolysémie de métaphore qui est encodée vers dormir 2.a, qui correspond aux exemples que j'ai donnés là. Réveillez-vous, réveillez-vous. Donc dormir pendant une conférence, dormir en cours, qui est évidemment une métaphore du premier. Donc ces relations sont encodées. Et il y a aussi des relations phraséologiques. Donc on va voir dans la prochaine diapo dont s'occupera Paulina,
exactement le même patron de description, les mêmes types de descriptions appliquées aux termes. Alors, les relations collocationnelles, donc les relations entre une base de collocation et les collocatifs qu'elle contrôle, sont encodées par les fonctions lexicales syntagmatiques. Donc, si on prend dormir, on a des intensificateurs typiques qui correspondent à la fonction lexicale magne, comme un lion profondément, une relation de bénéficiateur, dormir comme un bébé paisiblement. Bon, c'est un peu moins intéressant pour un verbe, puisque par exemple, on n'a pas de verbe support, de verbe de réalisation, alors qu'avec sommeil, on aurait ça. Et puis, on a aussi l'encodage des relations quasiment formelles, donc qui mènent d'une locution, puisque les nœuds de nos réseaux lexicaux peuvent être des locutions, vers les lexèmes qui sont des constituants de ces locutions. Donc la locution dormir debout, pour être très fatigué, avoir du mal à rester bien éveillé, pointe évidemment vers dormir et debout. Donc ça, ce sont les types de relations, pas toutes, mais les principales encodées dans nos réseaux lexicaux. Donc, si on regarde notre terminologie, on prend un exemple de la terminologie de la chimie. Donc, vous voyez que les mêmes types de relations sont décrites. Par exemple, les dérivations sémantiques, nous voyons un verbe spécialisé réagir et la nominalisation, donc le sens reste le même, mais c'est un substantif réaction. Nous voyons le premier actant typique, c'est réactif ou réactant. Et le lieu typique où se trouve la réaction, c'est le réacteur. Ensuite, les relations d'inclusion sémantique. Donc, nous voyons dans la définition de l'atome, atome 1.2, donc c'est un atome de quelque chose qui se combine avec quelque chose d'autre. Donc, c'est une particule qui interagit avec des particules Y similaires pour former la plus petite unité de substance X. Donc, dans cette définition, nous voyons d'autres termes, l'inclusion de termes. Donc, nous voyons la particule, interagir, et substance. On va parler de ça un peu plus tard. Donc, voilà. Les relations de copolysémie, atome 1.2, donc le sens terminologique, et nous voyons le métaphore atome 3 comme pas un atome de bon sens. C'est un dérivé. Et les relations phraséologiques sont aussi décrites. Nous voyons des collocations comme liaison chimique, où chimique est un terme redondant, oui. Et un intensificateur pour le verbe réagir, ça peut être fortement, et voilà. Et aussi les locutions comme numéro atomique, aussi on décrit toutes les composantes. Numéro atomique. Voilà, donc, et pourquoi il faudrait créer un nouveau... pourquoi il fallait utiliser notre approche intégrée complémentaire. Donc, dans le cas de la chimie, nous avons remarqué qu'il y a un manque de perspectives multilingues, c'est-à-dire que les ressources déjà existantes sont monolingues, surtout en anglais, comme la ressource de l'IUPAC. Et dans le contexte d'enseignement en France, c'est un problème parce que les articles scientifiques, les dictionnaires, les ressources existantes sont en anglais, mais il faut enseigner quand même en français. Et donc, ces ressources ne sont pas adaptées. Et finalement, nous avons aussi remarqué l'absence des termes fondamentaux dans les ressources déjà existantes. Donc, les termes très spécialisés, ils sont décrits, les définitions sont données, mais les termes basiques, fondamentaux, comme parfois substance ou matière, ne sont pas décrits. Et surtout dans le contexte d'enseignement, ça pose des problèmes parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, la solution qu'on propose, c'est la modélisation formelle de la terminologie fondamentale de la chimie dans une approche de lexicographie informatisée. Donc, nous utilisons les réseaux lexicaux pour décrire notre terminologie. Et on crée des modèles multilingues. Donc, on travaille avec l'anglais, le français et le russe. Et le niveau qu'on vise, la description de nos termes, c'est pour les étudiants du lycée à la première année de licence. Donc, c'est vraiment le niveau très basique, fondamental de la chimie. Toujours à moi. Oui.
Donc, une autre idée, c'est qu'il n'y a pas de différence de nature fondamentale entre termes et unité lexicale générale pour ce qui est de leur propriété structurale centrale, c'est-à-dire les définitions, les formes et la combinatoire lexicale et grammaticale. Donc, c'est-à-dire, Alain il a montré comment on décrit la langue générale. Et notre idée est très simple, qu'on peut décrire les termes de la même manière et la structure de la description peut être la même. Après, nous avons aussi remarqué que dans les ressources sur la chimie, on décrit plutôt les substantifs, mais nous, on s'occupe des substantifs, des verbes, des adjectifs et des adverbes spécialisés. Et en ce qui concerne le terme termes fondamentaux de la chimie, ce que c'est fondamentaux, ce sont des termes enseignés dans les cours d'introduction à la chimie générale, partagés par la plupart des sous-domaines de la chimie sans appartenir à un sous-domaine donné. Donc en chimie, il y a des termes spécifiques à la chimie analytique, biologique, etc. Mais nous, on s'occupe des termes qui sont partagés par tous les sous-domaines, comme atomes, liaisons, se lier, molécules, réactifs, etc. Ma deuxième diapo. Alors, je vous donne un exemple avec le vocable noyau, qui est très intéressant parce que donc il est polysémique et il illustre bien les problèmes qui peuvent se passer dans un contexte pédagogique pour l'enseignement des sciences. Évidemment, on utilise un éditeur lexicographique pour créer nos réseaux. Et ce que je vous montre là, c'est une table des matières générée automatiquement par le nouvel éditeur qui est en développement. Donc, il est capable de générer une table des matières qui donne une information minimale sur chaque acception et qui permet d'avoir une vue synthétique. On voit immédiatement que noyau est décrit dans le français, donc avec une unité lexicale de base considérée comme de langue générale, et on a deux acceptions de spécialité qui sont des métaphores du premier, une en fait qui relève de la chimie et une qui relève de la biologie. Donc, nos termes sont décrits au sein des non-termes. Un des intérêts, c'est justement de gérer la polysémie. Imaginez un contexte d'enseignement des sciences au lycée ou au collège. Il y a des confusions continuelles dans l'esprit des élèves quand ils passent de l'usage, par exemple, de noyau au sens de noyau de la cellule ou de noyau en chimie, et à la limite, même à un niveau un peu plus élémentaire, avec le sens de noyau de langue générale. Donc c'est très important d'avoir des ressources qui gèrent ça. Au niveau du graphe, je vous ai fait une sortie de ce qu'on appelle donc l'agrégation des différents sens de noyau, où on voit très bien qu'on a donc noyau 1 qui relève de langue générale, qui a ses connexions lexicales comme noyau de cerise, d'abricot, etc. Noyau dans le sens de la chimie, donc qui contrôle un agrégat relevant de la terminologie de la chimie, et un autre, noyau 2, qui a bien été visualisé comme étant relativement éloigné dans la spatialisation par l'analyseur de ce qu'on appelle la proximité sémantique, qui relève, lui, de la biologie. Okay, donc on voit ici des espaces qui sont assez clairement identifiés et qui permettent donc, dans un contexte pédagogique, éventuellement, de gérer plusieurs terminologies et la cohabitation avec la langue générale. Bon, je n'entre pas dans le détail, on n'a pas le temps, mais s'il y a des questions. Peut-être je précise qu'on décrit aussi la polysémie quand il y a dans le domaine de la chimie. Donc ça, c'est encore un cas plus difficile. Par exemple, l'élément, il y a deux sens dans la chimie, il faut préciser. Voilà, donc il ne s'agit pas seulement des domaines différents, mais aussi de la polysémie dans la chimie, dans le domaine de la chimie. Donc les résultats. Donc, de cette manière, nous avons décrit, c'est déjà terminé, la description est terminée, sur une centaine de termes pour chaque langue, c'est-à-dire une centaine de termes pour le français, une centaine pour l'anglais et une centaine pour le russe. On décrit des termes simples, nous avons décrit des termes simples et des locutions terminologiques. On a pris en compte de la polysémie
Et chaque article propose à notre utilisateur les définitions analytiques, comme on vous a déjà montré. Donc ces définitions ne contiennent pas de cercle vicieux parce que nous avons utilisé un système notionnel. Tu veux expliquer ? Bon, en réalité, ce n'était pas prévu. Quand on définit un terme de chimie, par exemple, au moyen d'un autre terme de chimie, qui est contenu donc dans le sens de ce terme-là, on peut présupposer que la notion correspondant au terme inclus est présupposée dans sa connaissance par le terme qui l'inclut. Bon, un peu comme en linguistique, si une colocation, c'est un syntagme. Okay ? Donc, si vous définissez une colocation comme un certain type de syntagme, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un syntagme, vous aurez du mal à bien conceptualiser ce qu'est une colocation. Bon, là, c'est la même chose. Et donc, en définissant comme ça récursivement les termes de chimie du lexique fondamental, en fait, on arrive à identifier les notions, comme ici, matière, interagir, qui sont les plus élémentaires, qui ne s'appuient sur aucune autre notion fondamentale de chimie, et à partir desquelles les autres notions se construisent. Donc ça génère en même temps une sorte de logique d'empilement des notions qui permet de développer aussi des logiques pédagogiques, le cas échéant. Et ça, c'est inféré directement de la fabrication des définitions analytiques selon un principe lexicographique. Merci. Donc, dans chaque article, nous décrivons aussi les caractéristiques grammaticales, les relations lexicales, sémantiques et paradigmatiques, et des colocations, et on donne des contextes, on donne des exemples tirés des corpus spécialisés, donc des journaux, des manuels de la chimie. Voilà. En fait, oui, c'est tout. Oui, on avance. On avance de 2 minutes, c'est bon ? C'est bon. Oui, vous avez sauvé 2 minutes 48, donc on va... Tout le monde fasse pareil. On va... demander à Monsieur Loïc de Pecker de venir nous rejoindre pour les questions. Donc, s'il est avec nous, toujours avec nous, parce que nous allons avoir une séance de questions après les 2 communications. Comme ça, on est sûr d'avoir terminé les interventions. Valérie avait prévu des questions juste après l'intervention, mais il valait mieux finir avec les interventions. Et là, nous cédons la parole aux personnes dans la salle. Si vous avez des questions à poser, qu'est-ce qu'on fait ? Je te donne... Vous en avez un autre ? Et ça marche celui-là aussi. Très bien. Regardez le tien du coup. Alors, avez-vous des questions donc pour soit donc de Pecker, soit peut-être que vous pourriez vous présenter pour que les gens qui sont notamment à distance puissent savoir qui vous êtes. Merci. Je suis Marie-Josée de Saint-Robert et j'ai été terminologue de langue française auprès des Nations Unies, enfin de l'Organisation des Nations Unies. Alors, j'ai été intriguée par ce commentaire que vous avez affiché de vos transparents, éviter les équivalences entre termes anglais et leur équivalent français. Et vous avez donné l'expression hit parade, palmarès, paru au JO du 13 octobre 85. Est-ce que j'ai mal compris ? Mais quelle est votre question ? Alors, je n'ai pas compris pourquoi vous dites éviter les équivalences. Ah oui, peut-être que j'ai une formulation maladroite. Éviter les équivalences qui ne peuvent pas s'équivaloir, si je puis dire. Parce que quand on traduit hit parade, qui est de l'américain des années 50, en palmarès, qui est un terme très général en français, on voit bien que l'équivalence ne correspond pas véritablement. C'est pour ça que ces termes-là ne fonctionnent pas. Donc j'essayais de mettre en forme cette idée que quand on essaye,
Vous devez d'ailleurs avoir des exemples par votre propre pratique. Quand on essaye de mettre en place des équivalences d'une langue à l'autre, on voit bien tout le non-recouvrement sémantique des termes. Et ce qu'il faut éviter, c'est ce que je voulais dire, c'est d'avoir des équivalences qui sont trop lointaines ou qui peuvent faire difficulté à la compréhension. Peut-être avez-vous des exemples dans votre profession à l'ONU ? Oui, il y en a beaucoup. Mais ce que je voulais, moi, comprendre, c'est qu'il y est possible tout de même de faire évoluer la langue dans un autre sens que celui, par exemple, palmarès. Pour moi, c'était assez parlant comme équivalent de hit parade. Donc, on peut imaginer que, puisque ça n'a pas été dit comme cela, mais moi, je vais le dire dans ma présentation de demain de manière plus claire, le sens évolue, la langue évolue, elle est en perpétuel mouvement. Et donc, il était possible d'avoir une autre acception de palmarès que celle que vous imaginez. Oui, la difficulté demeure malgré tout. Alors, je me présente, je suis M. Benalou Amin, donc je suis maître de conférence en didactique à l'université de Mostaganem en Algérie. Et je suis chargé depuis un moment à enseigner donc, une matière qui s'intitule Introduction en langue de spécialité. Donc ma question donc, s'adresse à Madame Paulina, c'est ça, Monsieur Alain. Donc parfois, je suis amené à leur expliquer ce que c'est un terme et dans ma conception je définis le terme en tant que donc, monosémique et monoréférentiel. Donc, et là, vous me parlez de polysémie. Je sais que parfois, il y a des glissements sémantiques donc, d'un domaine à l'autre. Mais je voudrais donc, maintenant que j'ai eu donc, votre définition du concept, je suis un peu confus. Et j'aimerais avoir des précisions sur cela, si vous permettez. Faut pas, c'est très simple. Un terme, c'est une unité lexicale, comme vous et moi. Non. Donc, soit un lexème, soit une locution, caractérisée par une signification bien identifiée, par une combinatoire et une forme, et qui se trouve simplement dénoter un concept d'un domaine de spécialité au sein d'un système organisé. Bon, donc on peut avoir un terme en n'importe quoi, en fait, à partir du moment où on a un système notionnel organisé. C'est un terme, c'est une unité lexicale, mais dans la langue, les unités lexicales, elles se regroupent au sein de vocables polysémiques, puisque la polysémie, c'est un processus, c'est une relation, mais c'est une façon normale de générer des unités lexicales. Donc, quand je dis un terme, en un sens, n'est pas polysémique. Un terme appartient à un vocable polysémique. Okay ? Et donc, dans ce vocable, on peut avoir plusieurs termes. Un terme noyau pour la chimie, un terme noyau pour la biologie. Ces termes, ce sont des unités lexicales. On ne peut pas dire une unité lexicale est polysémique, c'est une contradiction. Okay ? Et donc, quand on parle de polysémie des vocables. Et les termes se regroupent au sein de vocables. Et des fois, le vocable est terminologique, ça veut dire son unité lexicale de base est terminologique. C'est développé avec plusieurs acceptions terminologiques. Des fois, avec l'acception terminologique est là, comme par exemple catalyste. Et il y a une acception de langue générale. Le LTT est un catalyste pour la recherche mondiale en terminologie. Donc, c'est une acception de langue générale qui s'est développée au sein d'un vocable. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que les termes, c'est des unités lexicales. Elles se regroupent au sein de vocables polysémiques parce que la polysémie concerne les termes de différentes façons. Je vous conseille de lire la thèse de Paulina parce que... Je peux vous donner juste un exemple, mais donc Alain, il parle de deux domaines.
de deux domaines différents, donc chimie et biologie, mais comme j'ai dit, il y a des exemples des vocables polysémiques déjà dans le domaine de la chimie. Par exemple, en français, c'est réactif, donc je dirais qui a deux sens, mais bien sûr, je parle du vocable qui a deux termes, qui inclut deux termes. Réactif 1, qui est la substance, si je simplifie les choses, c'est juste une substance qui participe dans une réaction chimique. Donc n'importe quelle substance, on prend de jus de citron et quelque chose d'autre. Donc jus de citron, c'est un réactif, une substance qui réagit tout simplement. Mais il y a un autre terme, la forme est la même, réactif. C'est une substance qu'on utilise pour tester une autre substance. Et il y a des collocations complètement différentes, il y a des locutions, etc. Donc un réseau autour de ce deuxième terme sera différent. Donc on peut garder le réactif dans un frigo, on peut le mettre sur l'étagère, etc. Donc les deux réseaux ne sont pas similaires pour les deux. Et on parle d'un vocable polysémique où il y a réactif 1, substance qui réagit, et réactif 2, substance pour tester d'autres substances, etc., etc. Et la définition sera différente. Si j'ai bien compris, donc un terme, il fait partie d'un réseau qui est polysémique, mais à un moment donné, il va être monosémique dans un domaine donné. Non, un réseau n'est pas polysémique. Un vocable. C'est un ensemble de connexions entre des nœuds, ici des unités lexicales. Mais un terme peut appartenir à un vocable polysémique. Comme c'est très très dur de trouver une unité lexicale du français qui n'est pas au sein d'un vocable polysémique. Bouteille. Le vocable bouteille, il y a bouteille pour ce type de contenant, il y a bouteille qui contient un gaz qui sert à faire de la plongée sous-marine, etc. Il y a la bouteille, quand on dit là de la bouteille, etc., qui a encore un autre sens. Et donc en terminologie, c'est pareil. Et plus on est avec de la terminologie fondamentale, plus on est confronté à de la polysémie. Je crois que peut-être une dernière question, Lina ? Merci beaucoup de la vie. Je remercie les communicateurs et notamment le professeur de Pékin que j'ai le plaisir de découvrir et avec qui j'ai déjà échangé quelques mails. Et je suis très heureux de le rencontrer ici. Sa communication était tout à fait nette et j'ai compris tout ce qu'il a développé. Et quand je suis juste après la deuxième communication, je me rends compte de plus en plus que l'approche classique ou traditionnelle de la terminologie développée par Eugène Wüster est de plus en plus battue en brèche, même dans les domaines de l'industrie, dans les domaines industriels tels que la chimie, par exemple. Et parce que là, quand on parle de la polysémie dans la chimie, ça pose un problème. Ça pose un problème, donc la désignation n'est plus automatiquement rattaché à ce qui relève de la terminologie, mais ça doit aussi venir donc de la langue générale et non seulement de la langue de spécialité. Cependant, j'ai une petite préoccupation. Quand vous dites par exemple qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre terme et unité lexicale, je me rends compte qu'il y a un petit souci à ce niveau et je voudrais bien comprendre. Quand on parle d'unité lexicale, de mon point de vue, bon, c'est ce qui est homogène et qui doit se différencier, par exemple, d'un syntagme de désignation, de dénomination. Quand je dis, par exemple, élève gendarme, il y a deux mots dedans, il y a deux unités à l'intérieur, mais unité lexicale, je veux dire, mais c'est un syntagme de désignation, c'est un terme, d'accord, mais c'est un syntagme de dénomination. Quand je dis micro-baladeur, par exemple, comme c'est le cas ici, j'ai un micro qui peut fonctionner seul, j'ai un baladeur qui peut fonctionner seul dans la langue, mais les deux forment une unité de dénomination qui n'est pas à confondre avec unité lexicale. Ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner. Le professeur Depeke est là, il pourra peut-être nous donner davantage de précision. Maintenant, quand vous parlez de CO2, bon, je vois un peu dans la chimie CO2, H2O, etc., je voudrais savoir quel est le fondement théorique, je parle donc à Paulina et au professeur,
quel est le fondement théorique de votre présentation? S'agit-il de la socioterminologie ou de la théorie classique de la terminologie développée par Wooster? Merci beaucoup. C'est la lexicologie explicative et combinatoire, qui est la branche lexicologique de la théorie sans texte. Il y a encore des questions et bon, tu veux qu'on arrête une dernière question et on arrête, sauf s'il y a quelque chose de très urgent. On va donner la parole à M. Mabrak. Donc, bonjour tout le monde. Vous présentez, s'il vous plaît. Mabrak Sami, chercheur à l'ONS de Sétif en Algérie. J'ai deux petites questions. Donc d'abord pour M. Odi-Picard, donc vous avez donc dit dans votre présentation, les langues désignent les objets, les concepts, et chacune à sa façon. Et est-ce que cela voudrait dire que les termes sont intraduisibles? Et si c'est le cas, qu'en est-il des termes de la terminologie? C'est-à-dire moi, en tant que francophone arabophone, quand je parle des termes de la terminologie, est-ce que je vais adopter la même démarche quand je m'exprime en langue arabe? Et une question pour M. Polgar. Là aussi, donc, vous avez travaillé sur 3 langues, français, anglais et russe. Et est-ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous avez adopté 3 démarches différentes quand vous allez définir les termes dans les 3 langues, ou vous avez fait tout simplement la traduction? Si j'ai bien compris, votre outil est multilingue. Merci. Bon, merci pour cette question. Effectivement, les langues sont intraduisibles, mais elles se traduisent. Donc c'est un petit peu votre préoccupation, c'est la nôtre à tous. Pensons simplement que quand on traduit d'une langue à l'autre, regardez, c'est un petit peu la question de Madame de Saint-Robert tout à l'heure, regardez la dimension sémantique des termes que vous avez à mettre en équivalence. Quand je parlais de palmarès et de hit parade, la dimension sémantique de palmarès est beaucoup trop grande pour pouvoir traduire efficacement. C'est là, efficacement, hit parade. Donc c'est à partir de là qu'on peut travailler. En tout cas, en ayant conscience de cela, et pour vous guider un petit peu, moi, il me semble que le meilleur... Alors, je le dis pour nos collègues algériens, les questions portent un petit peu là-dessus de votre côté. Pour enseigner la terminologie, fondez-vous sur ce que j'ai appelé tout à l'heure le langage de description de la terminologie. L'ISO, l'AFNOR, donc l'Institut international de normalisation, a fait depuis un siècle, donc depuis Wüster et un petit peu avant, tout un travail sur la constitution d'un langage de description de la terminologie. Est-ce qu'on dit concept? Est-ce qu'on dit notion? Est-ce qu'on dit objet? Est-ce qu'on dit chose? Est-ce qu'on dit entité comme en chimie? Est-ce qu'on dit autre chose? Signe, est-ce qu'on parle de signe? Est-ce qu'on parle de terme? Est-ce qu'on parle d'unité lexicale? Etc., etc. Donc je vous recommande vraiment de vous pencher sur les normes internationales de l'AFNOR et de l'ISO, et notamment la norme 1087, ISO 1087, qui est disponible en anglais et en français, norme 1087, qui met de l'ordre dans tout ce vocabulaire qui traverse les siècles et qui fait que nous qui recueillons ce vocabulaire, fait qu'on est souvent désemparés sur, comment dire, unité lexicale, est-ce que c'est ça qu'il faut dire ou autre? Alors, dans l'ISO 1087, vous aurez ce vocabulaire de la terminologie. La difficulté qui apparaît ensuite, c'est ce que disait tout à l'heure M. Ligan, c'est que le vocabulaire de la linguistique du XXe siècle est foisonnant. Est-ce qu'on parle de traits sémantiques? Est-ce qu'on parle de
SEM? Est-ce qu'on parle d'unité sémantique? Vous voyez, il y a une multitude de théories autour de cela. Et moi, je dirais pour la terminologie, ça, je vais un petit peu dans le sens de nos collègues enseignants. Pour ce qui est de la terminologie, la portée sémantique est très importante. L'univers sémantique est très importante. Et la notion de SEM, c'est-à-dire d'unité minimale de sens, très important pour comprendre la portée des termes qu'on a sous les yeux, qui restent des signes linguistiques. Unité lexicale, terme. Moi, je prends bien sûr tout cela en pensant qu'un terme reste un signe vivant. C'est pour cela que la linguistique, c'est un petit peu mon travail de toute ma vie, finalement. J'ai essayé de rapprocher la linguistique, ce que mes maîtres m'avaient appris de la linguistique depuis des siècles, rapprocher la linguistique de la terminologie, comprendre quel est le matériau qu'on a sous les yeux quand on a affaire à des textes techniques ou scientifiques. Et donc déjà, si vous regardez ce que dit l'ISO, norme 1087, et puis regardez aussi ce qui vous convient le mieux, la sémantique ou la morphologie également est très très importante. Pour la sémantique, regardez par exemple l'œuvre de Bernard Pottier, Sémantique générale 1992, Pottier, P-O-2-T-I-E-R. Je la mettrai dans ma bibliographie. Sémantique générale, c'est très très intéressant parce que c'est un des seuls linguistes qui ait vraiment abordé la linguistique à partir de la traduction. C'est assez rare. Si. Vous avez encore une réponse? J'essaie de reprendre vite. Donc, nous avons utilisé les mêmes structures des définitions, c'est-à-dire il y avait des composantes centrales et périphériques. Donc, on a gardé la même structure pour chaque définition, mais après, comme vous avez vu, dans chaque définition, il y avait des termes qui proviennent aussi du domaine de la chimie. Donc, on a gardé les mêmes termes, évidemment. Voilà. Donc, on pourrait dire que c'est une traduction, mais on a quand même... comment dire, il y avait des divergences. Si on reprend cet exemple de réactif, par exemple, en russe, il y avait plusieurs termes qui avaient la signification qui ne correspondait pas à réactif français. Donc, il fallait regarder chaque langue en détail et trouver des équivalents. Ouais. Et je voudrais aussi revenir à cette question, si j'ai bien compris ce que monsieur nous a demandé. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en fait, en chimie, il y a aussi des cas comme ça. Donc, quand on parle d'une locution spécialisée en chimie, on a donné un exemple de numéro atomique. On a dit que oui, on décrit ce que c'est numéro et ce que c'est atome, mais numéro atomique en chimie, ça ne signifie pas juste un numéro d'un atome. C'est aussi une locution qui est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas juste un numéro d'atome. Voilà. Quelque chose, il y a encore une question que Valérie a une question et on termine. Oui, bonjour, on ira François Gaudin, Université de Rouen. C'était une question très précise à Alain Polguer. On rencontre dans les questions d'apprentissage des vocabulaires spécialisés deux positions souvent assez opposées entre d'une part des gens qui pensent qu'il faut apprendre les terminologies en les coupant de la langue générale qui peut générer des valeurs trompeuses, ou au contraire des gens qui pensent qu'on doit intégrer les vocabulaires spécialisés dans la langue générale pour mieux faire comprendre et éviter les pièges que la langue générale peut supposer. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous avez ultimement déterminé à choisir la position où on intègre la langue générale au vocabulaire spécialisé. On n'a pas le choix. Si on enseigne la linguistique ou la chimie, on veut que les gens puissent s'exprimer à propos de la langue ou à propos des éléments chimiques. Et ils vont s'exprimer pas juste avec des termes relevant du système notionnel. Il faut savoir, si on prend liaison chimique, c'est quoi l'intensificateur de liaison? Est-ce qu'on dit une forte, une grosse liaison? C'est quoi? Et ça, c'est pas des termes, c'est des éléments de la langue de tous les jours. C'est quoi les verbes supports pour les prédicats nominaux, etc. Donc si on veut être capable de s'exprimer et de raisonner,
Parce que pour raisonner, on ne va pas utiliser que des termes dans notre tête. Donc il faut absolument que la terminologie soit mise en relation avec la langue générale. Sinon, on apprend des listes, éventuellement des taxonomies, mais on n'est pas capable de s'exprimer, de faire de la recherche, de comprendre. Donc on n'a pas le choix, c'est comme ça. Je peux ajouter juste quelque chose. On parle du contexte de l'enseignement. Pourquoi c'est important pour nous d'utiliser cette approche? Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont montré que les étudiants en chimie, ils confondent déjà plusieurs sens du même terme, du même vocable en chimie, mais aussi ils confondent avec ce qu'ils ont appris dans la langue générale. La compréhension n'est pas bonne, n'est pas aboutie. Oui, donc ils pensent aux autres choses dans la langue générale. Il faut bien distinguer. Lina, si tu le permets, Daniel, une phrase m'a-t-elle promis avant que l'on passe à la pause? C'est pas moi qui permets, c'est toi, Valérie. Daniel Candel, oui. Merci beaucoup. Juste à propos de Wüst, qu'on a cité plus d'une fois tout à l'heure, c'est sûr que on le classe en terminologie pure et dure. Il faut savoir qu'il a aussi écrit des textes où il montre qu'il est tout à fait conscient de la variation en terminologie. C'est une petite correction qu'il faut faire parfois. Si on le lit bien en allemand, on le constate.